Marseille a connu deux périodes de grande criminalité. La période French Connection et de nos jours le narcotrafic. Si la première était puissante internationalement et professionnelle. La deuxième découle d'une paupérisation des ensembles de logements sociaux construits après-guerre. Marc Manella a vu ce changement s'opérer au fil des décennies. Et si la première était une suite de la criminalité de l'époque où les voyous étaient en costume-cravate. La deuxième fait suite à la paupérisation des cités dortoirs, laissées pour bon nombreuses à l'abandon des différents gouvernements, et cela depuis 70 ans. Mais revenons dans le passé pour mieux comprendre le présent. L'époque de la French Connection, principalement entre les années 1950 et 1970, est celle du narcotrafic contemporain, particulièrement visible depuis les années 2000 et qui s'est intensifiée au cours des années 2010 et 2020. Ces deux périodes ont en commun la présence de réseaux criminels puissants, le trafic international de stupéfiants et les règlements de comptes. Pourtant, leur organisation, leur fonctionnement et leur rapport à la ville sont très différents. À l'époque de la French Connection, Marseille occupait une position stratégique dans le trafic international d'héroïne. Des organisations issues du milieu marseillais faisaient transformer la morphine base en héroïne dans des laboratoires clandestins avant de l'expédier principalement vers les États-Unis. À son apogée, la production marseillaise aurait atteint plusieurs tonnes d'héroïne pure par an. Le trafic était donc organisé comme une véritable chaîne internationale. Approvisionnement, transformation, transport et distribution. La Marseille criminelle était connectée à la Sicile, à la Turquie, à la Corse, aux États-Unis et à différents réseaux européens. Cette criminalité reposait sur un milieu relativement structuré. Quelques grandes familles et figures du banditisme disposaient d'une influence considérable et entretenaient des relations avec des intermédiaires du monde économique, politique ou financier. Le trafic était extrêmement rentable, mais il restait relativement discret pour la majorité de la population. Les affrontements concernaient principalement les membres du milieu eux-mêmes. Le narcotrafic actuel fonctionne différemment. Marseille demeure une plaque tournante importante pour les stupéfiants, mais la ville est désormais surtout intégrée à des réseaux européens beaucoup plus vastes. La cocaïne et le cannabis occupent une place importante, et les réseaux disposent de moyens logistiques et financiers considérables. Le trafic ne repose cependant plus sur quelques grandes organisations contrôlant l'ensemble de la chaîne. Il existe davantage de réseaux concurrents, parfois temporaires, qui se disputent les points de vente et les territoires. Cette fragmentation entraîne une violence différente. Les règlements de compte liés au narcotrafic sont devenus particulièrement visibles dans certains quartiers marseillais. En 2023, 47 personnes ont été tuées à Marseille dans des règlements de compte liés au trafic de stupéfiants, selon les données citées par la Cour des comptes. Le phénomène contemporain se distingue également par l'implication de personnes très jeunes, parfois mineures, recrutées pour occuper des fonctions subalternes dans les réseaux. La comparaison devient donc intéressante lorsqu'on parle de puissance. Si l'on entend par puissance la capacité à contrôler un trafic international et à générer de l'argent, la French Connection était probablement plus impressionnante qu'on ne l'imagine. Les organisations marseillaises avaient réussi à devenir un maillon essentiel du marché américain de l'héroïne. Elles disposaient de connexions internationales et d'une capacité industrielle clandestine remarquable. Leur influence dépassait largement Marseille. En revanche, si l'on entend par puissance la capacité à contrôler le territoire et à imposer la violence dans la vie quotidienne, le narcotrafic actuel présente une forme de puissance différente. Les réseaux contemporains sont plus nombreux, plus fragmentés et moins centralisés, mais leurs activités sont beaucoup plus visibles dans certains quartiers. Les points de deal, les rivalités territoriales et les violences entre réseaux ont créé une pression locale beaucoup plus perceptible. Il serait donc trompeur de dire simplement que l'une des deux époques était plus criminelle que l'autre. Elles correspondent à deux modèles différents. La French Connection était une puissance criminelle centralisée, internationale et relativement discrète, tournée vers l'exportation d'héroïne et reposant sur le grand banditisme traditionnel. Le narcotrafic contemporain est davantage une puissance fragmentée, territoriale et très visible, intégrée à un marché européen beaucoup plus vaste et caractérisé par une concurrence permanente entre réseaux. Si l'on devait néanmoins désigner la période qui semble avoir été la plus puissante au sens strict du pouvoir criminel, la French Connection aurait probablement l'avantage sur le plan de la concentration du pouvoir et de l'influence internationale. Quelques organisations marseillaises occupaient alors une place exceptionnelle dans le commerce mondial de l'héroïne. Le narcotrafic actuel est quant à lui probablement plus vaste dans ses ramifications et plus difficile à démanteler, car il ne dépend plus de quelques grandes figures. Il est devenu un système beaucoup plus diffus, connecté à des réseaux européens et internationaux. En définitive, on pourrait résumer les deux époques ainsi. La French Connection était une mafia puissante qui contrôlait une filière internationale. Le narcotrafic actuel est un écosystème criminel beaucoup plus fragmenté qui contrôle des marchés et des territoires.
La première était probablement plus puissante par organisation et influence individuelle, tandis que le second est plus difficile à éradiquer en raison de son caractère diffus et de l'ampleur du marché contemporain. Marseille a connu plusieurs visages de la criminalité organisée. Dans les années 1960 et 1970, la ville est au cœur d'un trafic international de stupéfiants, la French Connection. À cette époque, les réseaux sont structurés autour du grand banditisme. La morphine base arrive notamment de Méditerranée orientale, avant d'être transformée clandestinement en héroïne dans la région marseillaise. Une partie importante de cette production prend ensuite la direction des États-Unis. C'est une criminalité organisée, internationale, avec ses codes, ses hommes et ses ramifications. Mais au début des années 1970, la coopération entre la France et les États-Unis s'intensifie. Les policiers démantèlent les laboratoires, arrêtent les trafiquants et frappent les réseaux au cœur. La French Connection finit par être démantelée. Mais le trafic de drogue, lui, ne disparaît pas. Il va se transformer. À Marseille, comme dans d'autres grandes villes françaises, une autre réalité apparaît progressivement. Les grands ensembles construits dans l'après-guerre, qui devaient répondre à une crise du logement, connaissent au fil des décennies des difficultés économiques et sociales croissantes. Paupérisation, chômage, concentration de la précarité, dégradation de certains quartiers et sentiment d'abandon vont modifier profondément le paysage social. Dans ces territoires fragilisés, de nouvelles économies clandestines vont progressivement trouver un terrain favorable. Le trafic change alors de visage. On passe progressivement d'une criminalité organisée autour de réseaux internationaux et du grand banditisme à une criminalité davantage territorialisée, où les points de vente de stupéfiants s'implantent au cœur même de certains quartiers. Ce changement ne s'est pas produit en une nuit. Il est le résultat d'une transformation progressive de la société, de l'économie criminelle et des territoires. Alors, peut-on établir un lien entre la dégradation sociale de certains grands ensembles et le développement des réseaux de narcotrafic? La question mérite d'être posée. Mais pour comprendre le présent, il faut revenir en arrière. Comprendre pourquoi ces quartiers ont été construits. Comprendre comment ils ont évolué. Comprendre pourquoi certains ont concentré, génération après génération, pauvreté, précarité et difficultés sociales. Et surtout, comprendre comment, en plusieurs décennies, une nouvelle forme de criminalité a pris la place de l'ancienne. De la French Connection au narcotrafic d'aujourd'hui, ce n'est pas seulement l'histoire d'une guerre contre la drogue. C'est aussi l'histoire d'une transformation de Marseille et de ses territoires. Et pour comprendre cette transformation, il faut remonter aux origines des grands ensembles. La French Connection. Ils sont tous morts. Antoine Guérini est mort assassiné le 23 juin 1967 à Marseille, à l'âge de 65 ans. Alors qu'il faisait le plein de sa Mercedes dans une station-service, deux hommes à moto se sont approchés et ont ouvert le feu sur lui à plusieurs reprises. Il a été tué sur le coup. À cette époque, Antoine Guérini était considéré comme l'un des principaux chefs du milieu marseillais. Sa mort est souvent associée aux règlements de compte qui ont suivi l'assassinat de Robert Blément en 1965 et au déclin progressif du clan Guérini. Les véritables commanditaires de son assassinat n'ont cependant jamais été établis avec certitude. Sa mort a marqué un tournant pour le milieu marseillais. Après la disparition d'Antoine, son frère Mémé Guérini a rapidement été rattrapé par l'affaire du meurtre de Claude Mondroyant, ce qui a contribué à la chute du clan. Mémé Guérini, de son vrai nom Barthélemy Guérini, est mort le 28 février 1982 à Cannes, à l'âge de 74 ans. Il souffrait depuis plusieurs années d'un cancer généralisé. Après avoir été condamné à 20 ans de prison pour sa responsabilité dans le meurtre de Claude Mondroyant, il avait été libéré pour raison de santé en 1978. Très affaibli par la maladie, il passait régulièrement du temps à l'hôpital. Sa mort marque la fin d'une époque pour le milieu marseillais, qu'il avait longtemps dominé avec son frère Antoine. Francis Vanverberg, surnommé le Belge, a été assassiné le 27 septembre 2000 à Paris, alors qu'il se trouvait dans un bar PMU du 8e arrondissement. Deux hommes portant des casques de moto sont entrés dans l'établissement et lui ont tiré dessus à plusieurs reprises. Il est mort sur place, à l'âge de 54 ans. Son assassinat est souvent présenté comme le résultat d'une rivalité entre différents groupes du grand banditisme, notamment autour des machines à sous et du contrôle de certains établissements. Sa mort met fin à la carrière de l'un des derniers grands caïds issus du milieu marseillais. Gaëtan Zampa est mort le 16 août 1984 à Marseille, à l'âge de 51 ans. Alors qu'il était incarcéré au Baumettes et jugé dans une affaire financière, il avait tenté de se suicider en se pendant dans sa cellule le 23 juillet. Il avait été retrouvé très grièvement blessé et était resté dans le coma pendant plusieurs semaines. Il a finalement succombé à ses blessures à l'hôpital de la Timone.
Sa mort met fin à la carrière d'un des principaux parrains du milieu marseillais, qui avait notamment été impliqué dans une longue guerre avec Francis le Belge et Jacky Imbert. Jacky Imbert, surnommé Jacky le Mat, est mort le 11 novembre 2019 à Aix-en-Provence, à l'âge de 89 ans. Contrairement à Mémé Guérini, Francis le Belge et Gaëtan Zampa, il n'est pas mort assassiné ou dans un règlement de compte. Il est décédé à l'hôpital après avoir vécu une longue vie marquée par le grand banditisme marseillais. Il avait surtout marqué les esprits après avoir survécu en 1977 à une tentative d'assassinat au cours de laquelle il avait reçu 22 balles. Il fut surnommé l'Immortel, un film sera tourné sur lui en 2010. Cette attaque lui avait laissé de graves séquelles. Sa mort représente la disparition d'une des dernières grandes figures du milieu marseillais des années 1960 à 1970. Le juge Pierre Michel était un juge d'instruction à Marseille, connu pour son engagement déterminé contre le grand banditisme et le trafic de stupéfiants, notamment dans le cadre de la lutte contre la French Connection. Il s'est attaqué à plusieurs réseaux criminels importants et s'est forgé une réputation de magistrat courageux et déterminé. Le 21 octobre 1981, alors âgé de 38 ans, il a été assassiné à Marseille alors qu'il rentrait chez lui à moto. Son assassinat a profondément marqué la justice française et reste associé à son engagement contre le crime organisé. Pierre Michel demeure aujourd'hui une figure emblématique de la lutte contre le grand banditisme et un symbole du courage des magistrats face au crime organisé. Le 21 octobre 1981, vers 12h50, à Marseille, le juge Pierre Michel, âgé de 38 ans, rentrait chez lui à moto après avoir quitté le palais de justice. Sur le boulevard Michelet, dans le 8e arrondissement, il s'est arrêté à un feu rouge. Deux hommes circulant à moto se sont alors portés à sa hauteur. Le passager a sorti une arme et lui a tiré 3 balles de 9 mm à bout portant. Pierre Michel a été mortellement atteint au cœur et au cou et est décédé sur place. La tuerie du Tanagra. Le 31 mars 1973, en début de soirée, plusieurs hommes arrivent au Tanagra, un bar situé sur le quai du port, près du Vieux-Port. À l'intérieur se trouvent plusieurs habitués, ainsi que la patronne, Carmen Ambrosio. En quelques secondes, les hommes ouvrent le feu. La fusillade est très violente et laisse 4 personnes mortes, Joseph Lomini, Albert Bistoni, Jean-Claude Napolitano et Carmen Ambrosio. D'autres personnes sont également blessées. À cette époque, Marseille est connue pour les règlements de compte entre les différents clans du milieu, dans le contexte de la French Connection. Le Tanagra était lui-même un endroit connu de ce milieu. Joseph Lomini aurait été la principale cible des tueurs, mais plusieurs personnes présentes dans le bar ont été prises dans la fusillade. Cette affaire a marqué les esprits parce qu'elle s'est déroulée dans un lieu public, au cœur de Marseille, et parce que certaines victimes n'étaient peut-être pas directement concernées par les rivalités entre les bandes. Quand on repense aujourd'hui à cette histoire, il ne faut pas seulement retenir les noms des hommes du milieu ou la French Connection. Il faut aussi penser aux victimes et à leurs familles, qui ont dû vivre avec les conséquences de cette violence. Le Tanagra est ainsi resté associé à l'une des périodes les plus sombres de l'histoire criminelle de Marseille. Le bar du téléphone, un souvenir personnel. J'ai bien connu le bar du téléphone. À l'époque, j'avais tout juste 19 ans et je travaillais à la SNEF, une société marseillaise spécialisée dans l'électricité. Avec mes collègues, nous avions l'habitude de nous y arrêter le matin pour boire un café. Certains soirs, nous y revenions boire un dernier verre avant de rentrer. Il arrivait aussi que des copains y laissent leur voiture pendant que nous partions travailler avec les fourgonnettes de la société. Je connaissais donc les propriétaires. Et le 3 octobre 1978, le jour de la tuerie, nous avions encore pris le café dans ce bar avec les collègues. Nous avions parlé avec eux, comme d'habitude. Nous ne savions évidemment pas que nous les rencontrions pour la dernière fois. Quelques heures plus tard, le bar du téléphone allait devenir le théâtre de l'un des massacres les plus marquants de l'histoire criminelle marseillaise. Une époque pourtant habituée au règlement de compte Marseille vivait alors les dernières années de la French Connection, cette période où le grand banditisme marseillais contrôlait une partie du trafic international d'héroïne. Les règlements de compte étaient nombreux et extrêmement violents. Mais ils concernaient généralement des hommes directement impliqués dans le milieu. On venait régler une dette, une trahison ou une rivalité. Le bar du téléphone marque une rupture dans les esprits. Le soir du 3 octobre 1978, des hommes armés font irruption dans l'établissement et ouvrent le feu. 9 personnes sont tuées sur place et une 10e décède quelques jours plus tard. Les enquêteurs privilégieront l'hypothèse de 4 tueurs. Ce qui frappe immédiatement, c'est le profil des victimes. Le patron, André Léoni, est un commerçant connu et apprécié dans le quartier. Plusieurs autres victimes ne correspondent pas au profil des grandes figures du banditisme. Alors pourquoi un tel massacre? L'enquête explorera plusieurs pistes, notamment celle de la fausse monnaie, puis celle d'une rivalité entre proxénètes.
Un rapport de la PJ avancera même l'hypothèse qu'une seule personne était véritablement visée et que les autres auraient été éliminés pour empêcher les témoins d'identifier les assassins. Mais malgré des années d'enquête, aucun responsable ne sera finalement condamné pour cette tuerie. L'affaire sera notamment suivie par le juge Pierre Michel, figure emblématique de la lutte contre le grand banditisme marseillais, lui-même assassiné en 1981. Son meurtre sera attribué au milieu, sans qu'il soit possible d'affirmer qu'il était directement lié à l'affaire du bar du téléphone. Un souvenir qui reste pour moi, cette affaire a une dimension particulière. Je ne connaissais pas le bar du téléphone par les journaux, j'y étais allé le matin même. À 19 ans, je n'imaginais évidemment pas que ce café pris avec mes collègues serait notre dernière rencontre avec les propriétaires. C'est ce qui fait que, derrière les 10 victimes, les suspects et les hypothèses policières, je garde surtout le souvenir d'un endroit banal de ma jeunesse. Un bar où l'on venait boire un café avant le travail. Et quelques heures plus tard, cet endroit était devenu le symbole d'une des tueries les plus terribles de Marseille. 1981, le tournant. À la fin des années 1970, le modèle des grands ensembles montre déjà ses limites. Construits quelques décennies plus tôt pour répondre à la crise du logement, certains quartiers connaissent désormais une réalité bien différente. Le chômage progresse. La pauvreté se concentre. Les familles les plus favorisées quittent progressivement certains ensembles, tandis que les ménages les plus fragiles y restent davantage. Les grands ensembles, autrefois présentés comme les symboles de la modernité, commencent à être perçus comme des quartiers en difficulté. Puis arrive 1981. Une nouvelle politique urbaine est annoncée. Le gouvernement affirme vouloir réhabiliter les logements existants, développer les logements sociaux en centre-ville et éviter que la croissance urbaine ne se fasse uniquement dans les périphéries. Il est également question d'améliorer les services publics, les équipements et la participation des habitants. L'ambition est claire, ne plus simplement construire des logements, mais réinsérer les quartiers populaires dans la ville. Mais sur le terrain, la situation économique se dégrade. La crise industrielle frappe de nombreux territoires. Le chômage s'installe durablement. Et dans certains grands ensembles, les difficultés sociales s'accumulent. À partir des années 1980, l'État va multiplier les dispositifs pour tenter d'enrayer cette évolution. Réhabilitation, développement social des quartiers, politique de la ville. Puis, dans les années 1990, apparaît de manière de plus en plus centrale la notion de mixité sociale. La loi d'orientation pour la ville de 1991 affirme ainsi la volonté de lutter contre la ségrégation et d'assurer la coexistence des différentes catégories sociales dans les quartiers. Mais une question demeure. Pourquoi, malgré toutes ces politiques successives, certains quartiers vont-ils continuer à concentrer la pauvreté, le chômage et les difficultés sociales? C'est ici que commence une autre histoire. Celle d'un paradoxe français. On construit des logements pour réduire la pauvreté, puis on concentre progressivement une partie des populations les plus fragiles dans certains territoires, avant de chercher, des décennies plus tard, à corriger cette concentration. Et pendant ce temps, l'économie criminelle évolue elle aussi. La French Connection appartient désormais à l'histoire. Mais une nouvelle génération de trafiquants apparaît. Le trafic change de modèle. Il ne repose plus seulement sur quelques grandes figures du milieu et sur des réseaux internationaux. Il commence progressivement à s'ancrer dans les territoires. Et c'est dans cette transformation que se trouve l'une des clés pour comprendre le narcotrafic marseillais d'aujourd'hui. Pour comprendre le Marseille d'aujourd'hui, il faut regarder ce qui s'est passé dans certains quartiers populaires au cours des dernières décennies. À l'origine, les grands ensembles ont été construits pour répondre à une urgence, loger une population nombreuse dans des conditions décentes. Mais, au fil du temps, certains quartiers vont connaître une transformation profonde. La crise industrielle, le chômage, la précarité et le départ progressif d'une partie des ménages les plus favorisés vont contribuer à concentrer les difficultés sociales dans certains territoires. À partir des années 1980, les pouvoirs publics mettent en place différentes politiques pour tenter d'inverser cette tendance. Réhabilitation des logements, rénovation urbaine, développement des équipements, politique de la ville et recherche de mixité sociale. Des milliards d'euros seront investis. Pourtant, malgré ces politiques, certains quartiers restent durablement marqués par la pauvreté et la ségrégation résidentielle. À Marseille, cette réalité est particulièrement visible dans plusieurs secteurs du nord et du centre de la ville. Et pendant que les politiques publiques tentent de réparer les quartiers, l'économie criminelle, elle aussi, se transforme. La French Connection appartient désormais au passé. Le grand banditisme traditionnel laisse progressivement place à de nouveaux réseaux. Le trafic de stupéfiants se territorialise. Les points de vente s'installent au cœur de certains quartiers et deviennent une véritable économie parallèle. Une économie qui recrute, qui impose ses propres règles et qui peut exercer une emprise sur le territoire.
Le phénomène devient particulièrement violent à partir de la fin des années 2010. À Marseille, les homicides liés au narcotrafic passent de 20 en 2020 à 26 en 2021, puis 33 en 2022. En 2023, 47 personnes sont tuées dans des règlements de compte liés au trafic de stupéfiants. Un niveau exceptionnel. Les années 2024 et 2025 connaissent ensuite une baisse des narcomicides, mais cette diminution ne signifie pas la disparition du phénomène. Les réseaux s'adaptent. Les modes de recrutement évoluent. Les points de vente changent. La livraison et les réseaux numériques prennent davantage de place. Alors, peut-on résumer cette histoire à une seule cause? Non. Le narcotrafic ne peut pas être expliqué uniquement par la dégradation des logements sociaux. Il est le produit de nombreux facteurs. La demande de drogue, l'argent criminel, le chômage, la pauvreté, la ségrégation territoriale, les transformations du grand banditisme et les difficultés de l'action publique. Mais une question demeure. Que se passe-t-il lorsqu'un territoire concentre pendant plusieurs décennies la pauvreté, l'exclusion et le sentiment d'abandon? C'est cette question que nous allons maintenant poser. Car derrière les statistiques et les règlements de compte, il y a une réalité humaine. Des quartiers, des familles, des jeunes, et une économie criminelle qui, génération après génération, a appris à exploiter les failles du système. De la French Connection au narcotrafic, les acteurs ont changé, les territoires ont évolué, mais la question reste la même. Comment reprendre le contrôle des quartiers où l'État et les services publics ont parfois perdu du terrain? En conclusion, des logements sociaux au ghetto, l'abandon des pouvoirs publics face à la délinquance après la Seconde Guerre mondiale, Marseille connaît une véritable crise du logement. Il faut loger rapidement des milliers de familles qui vivent encore dans des logements vétustes, insalubres ou surpeuplés. À partir des années 1950, les pouvoirs publics construisent donc massivement des logements sociaux. Les grandes barres et les grands ensembles apparaissent. À l'époque, c'est une nécessité et un progrès. Des familles accèdent enfin à un logement moderne et confortable. Mais ces constructions vont aussi transformer profondément la ville. Avant cela, Marseille avait encore un véritable esprit de village. Dans les quartiers, tout le monde se connaissait. Le boulanger, le boucher, le pharmacien, les voisins. Les enfants jouaient dehors. Les hommes se retrouvaient pour jouer aux cartes ou à la pétanque. Les femmes et les grands-mères discutaient devant les maisons en faisant du tricot ou du canevas, parfois même la couture. Il y avait du lien, de la proximité, une forme de solidarité et aussi une surveillance naturelle du quartier. Avec les grands ensembles, des milliers de personnes se retrouvent regroupées dans des immeubles où l'anonymat prend progressivement la place de cette vie de quartier. Il faut le préciser, tous les logements sociaux ne sont pas devenus des ghettos. Mais certains quartiers ont concentré, au fil des décennies, pauvreté, difficultés sociales, dégradation du bâti et isolement. Et pendant plus de 70 ans, certains de ces immeubles ont vieilli sans qu'une véritable transformation de ces quartiers soit menée à la hauteur du problème. On peut investir des milliards, rénover des immeubles, refaire des façades. Mais peut-être faut-il aussi changer notre manière de penser la ville. Construire des quartiers plus petits, plus humains, avec des commerces, des services, des espaces publics et des lieux où les habitants se rencontrent et se connaissent. Car la délinquance n'a évidemment pas une seule cause. Mais lorsqu'on concentre les difficultés, que le lien social disparaît et que certains territoires se sentent abandonnés, on crée un environnement où la délinquance peut plus facilement s'installer. Et c'est peut-être aussi ce qui permet de comprendre une partie de l'évolution de la criminalité à Marseille. À l'époque de la French Connection, les trafiquants étaient souvent des hommes organisés, discrets, qui travaillaient dans l'ombre. Aujourd'hui, le visage du narcotrafic est différent. Une criminalité beaucoup plus visible, une violence qui s'affiche, et parfois une jeunesse en rupture, en cagoule et en scooter. On est passé, en quelque sorte, des hommes en costume et cravate à une jeunesse abandonnée. La question aujourd'hui n'est donc pas seulement de savoir combien d'argent nous allons encore investir. La vraie question est de savoir quelle ville nous voulons construire demain. Une ville de grande concentration anonyme, ou une ville de quartier à taille humaine, où les habitants se connaissent, se parlent et se sentent à nouveau chez eux. Car si nous ne reconstruisons pas le lien social, nous risquons de continuer à réparer les conséquences sans jamais traiter suffisamment les causes. Voilà pourquoi le grand banditisme des années 50, 60, 70 et même début des années 80 était plus discret. Parce que les gens vivaient à l'extérieur, étaient plus présents, on avait moins d'occupation à l'intérieur des appartements ou des maisons. Et là, le lien social faisait que la délinquance était quand même moins présente dans les quartiers. Bien sûr, je ne dis pas qu'elle n'était pas présente, mais elle était moins anxiogène qu'aujourd'hui. Au jour d'aujourd'hui, chacun rentre chez soi, ferme la porte, regarde la télévision. Les voisins, pour beaucoup, se disent tout juste bonjour, et encore quand ils se disent bonjour. Voilà, on sent une grande différence. Et la délinquance d'aujourd'hui a pris le pas sur cela.
Et la misère venant se rajouter à tout ça, fait qu'aujourd'hui nous vivons dans un climat d'insécurité plus prononcé que dans les années passées, dans les décennies passées. Donc, à nos élus, à nos politiques, à tous ces décideurs, de prendre les choses en main. Ça ne se fera pas un jour, mais il faut recréer ce côté villageois des quartiers, ce côté de festivité, de fête, et qu'en fait ce ne soit pas seulement la police qui règle les conflits, mais qu'aussi les gens par leur dialogue, leurs rencontres, leurs échanges, leur participation, leurs investissements, ramènent cette quiétude qui existait dans le passé. Cela n'évitait pas tout, mais au moins ça avait le mérite d'exister, et c'était très important pour la vie de chacun. La seule solution consiste à mettre en œuvre une véritable politique de logement social à taille humaine et à favoriser le retour à des quartiers à l'esprit villageois, dotés de commerces de proximité, d'équipements publics, d'espaces verts et d'infrastructures sportives. Il convient également de réaffirmer les lieux de centralité du village et de recréer des espaces de vie favorisant le lien social, la convivialité et le vivre ensemble. Remettre l'église au cœur du village. Enfin, il est nécessaire de mettre en place une politique de sécurité effective, reposant sur une justice ferme et l'application effective des peines d'emprisonnement. Ces transformations ne pourront s'opérer du jour au lendemain, et encore moins sans une rupture avec les politiques menées depuis 45 ans qui ont conduit à la situation actuelle. La plupart nous promettent encore des changements. Il s'agit souvent des mêmes responsables qui dirigent la France depuis des décennies. D'autres ont validé, accompagné ou soutenu ces différentes politiques, parfois en instrumentalisant la misère et le mécontentement, alors qu'ils portent aussi une part de responsabilité dans la situation actuelle. On peut réparer un vieux moteur, mais à un certain stade, il est préférable de changer de voiture.